Bonjour tout le monde. Bon ben aujourd'hui on se retrouve, vous voyez autour de moi il n'y a pas Moumoun. Et ben en fait aujourd'hui on se retrouve, vous voyez au vu de toutes les images et du tableau, je pense que vous avez compris, on va faire une tier list. Et je pense que ceux d'entre vous qui connaissent ont dû reconnaître que toutes les images autour c'est du type Moon. Et oui, on va faire une tier list sur les animes type Moon. Enfin, je vais faire une tier list parce que comme il n'y a pas Moon. Et bon, de toute façon, pour Moon, pour une tier list, bon, à moins que vous vouliez une tier list des jeux de LucasArts, par exemple, parce que Moon est. Je vois pas trop ce qu'elle pourrait faire en tier list. Bon, elle pourrait vous faire une tier list aussi des romans de tueurs en série. C'est son truc, elle adore ça. Mais bon, voilà. Non, donc, dites-moi si vous voulez qu'elle vous fasse une tier list de LucasArts, par exemple, parce que bon, les point and click, c'est son truc. Donc, de elle, il n'y aura pas de tier list. Donc là, c'est une tier list à moi. J'aime bien Type Moon. Enfin bon. Non, j'aime pas trop le Type Moon des années 2010. Je suis un fan de Type Moon des années 2000. J'ai découvert avec Melty Blood, après j'ai découvert Tsukihime, puis Fate, et on va dire que je suis pas super fan de comment Type Moon a évolué depuis qu'ils sont gérés par Aniplex. J'en reviendrai là-dessus sur chacun, quand je classerai chacun des titres dans la tier list. Mais voilà. Bon. On y va, on va y aller, ouais. On va commencer. Alors, pour la tier list, je pense que le mieux, c'est de commencer. Attendez, ne vous inquiétez pas si je regarde pas trop la caméra si je regarde pas trop pendant que je fais la tier list, parce que, on va dire, c'est que j'ai mis la tier list sur un autre écran, donc je vais devoir regarder l'autre écran pendant que je la ferai. Donc, je vous regarderai pas vraiment pendant ce temps-là. Ok. Donc, oui. Alors, pour la tier list, on va commencer directement par le moins bon et le meilleur, automatiquement, pour mettre facilement une règle de valeur. Ok. Donc, alors, pour le moins bon, attendez. Ah oui, c'est cette merde. Excusez-moi pour ceux qui aiment, mais là, non. Loli Neko, ouais, vous avez compris, Loli. Prisma Elia. Non, désolé, je peux pas. C'est nul, c'est nul. J'ai lu le manga. Le manga, au début, ouais, c'était correct. J'aurais mis ça en D. Voilà, j'aurais mis ça en D, un petit D, ou un D ou un petit C, plus en D, je pense. C'était correct, pourquoi? Parce que ça se prenait pas au sérieux, c'était clairement pensé comme une parodie de Nanoa, qui de base est déjà une parodie de Sakura. Donc c'était de la parodie. Ça se prenait pas au sérieux, c'était court, ça durait 2 volumes, même avec la saison 2, ça durait 4 volumes, c'était très court, ça, voilà. Mais l'adaptation animée, je sais pas ce qui s'est passé, c'est une catastrophe. Alors, déjà, la version animée étire tout sur trop longtemps. La première saison dure 12 épisodes pour adapter 2 volumes. C'est n'importe quoi, ça aurait dû faire 6 épisodes, à tout casser, 6 ou 7. Et qu'est-ce qui se passe quand on étire? Il faut remplir. Et ils ont rempli avec quoi? Du fanservice loli. Du fanservice loli. Il y avait bien 2-3 tous comme ça dans le manga, mais c'était minime. Et là, c'est le gros du truc. Et c'est nul. C'est nul et c'est dérangeant, c'est gênant. C'est gênant. C'est ce qui se fait de pire. Entre une histoire qui n'avance pas et du fanservice loli, quasiment tout le temps. Non. F. C'est vraiment ce qui se fait de pire et ce qui ne devrait jamais être fait, c'est Type Moon. Voilà. Donc, Prisma Elia, c'est du F. Et maintenant, on va donc mettre le S, le premier S. Parce que oui, je pense qu'il y en a plusieurs. Pour le premier S, on va aller sur un manga. Le manga, la version manga de Tsukihime. Qui va aller en S. Je décalerai un petit peu quand il y aura ça qui dira. Donc, la version manga de Tsukihime en S. Pourquoi en S? Parce que c'est une version manga qui a su prendre la plupart, qui adapte fidèlement 2
voire 3 routes et demie en une histoire sur les 5. C'est génial. En fait, en dehors de la route des routes des Sui et de Kohaku, ben, il manque pas grand chose. On a le plus important de la route d'Akia et on a tout au complet la route de Ciel et d'Arcade. Le tout en rajoutant des passages intelligents, en réécrivant certaines choses pour que ça passe mieux qu'en manga, et avec un dessin et une mise en scène ultra cool. C'est juste un des meilleurs shonen d'action, parce que ça reste du shonen d'action, qui existe. Avec un bon shonen d'action, avec en plus l'univers de Tsukihime qui est génial. Je suis un fan de Type Moon des années 2000, donc automatiquement, moi, Tsukihime, ça me parle. Là où je pense que beaucoup de fans qui ont commencé dans les années 2010 sont beaucoup plus sur Fate. J'aime bien Fate, mais bon, voilà, maintenant il y a trop de Fate, au point qu'en plus que Type Moon délaisse de nombreuses licences. Ils avaient des tonnes de projets en cours. Maotsukai no Yoru, il y avait Girls War qui devait être fait en collaboration avec l'auteur d'Higurashi. Et qui devait avoir une ambiance proche des titres de Clannad, des titres comme Clannad ou Canon, voilà. Et donc, ça devait faire quelque chose de très différent. Et ils avaient comment dire, Nasuki Noko écrivait aussi le roman DDD sur un personnage, sur des personnages qui ont des problèmes de personnalité différentes et qui devaient encore un univers différent. Bref, Type Moon, c'était beaucoup plus varié à l'époque. Il y avait le The Melty Blood, qui malheureusement n'a même pas de suite parce que Friends Breed ont voulu faire des suites et Type Moon a dit non parce qu'ils veulent se concentrer sur Fate. Ils veulent pas qu'un titre basé sur Tsukihime vienne gêner les produits Fate, leur popularité. Non, c'est donc, ouais... Mais bon, revenons. Donc, le manga Tsukihime, un pur bisou. D'ailleurs, il est disponible en français, et donc, allez le lire. Allez-y, c'est en priorité. C'est vraiment un excellent titre. Ok. Donc, bah, maintenant qu'on a fait le premier F et le titre en F, ben, on va faire ça un peu aléatoire. Je pense qu'on va pas faire en un ordre, c'est plus sympathique d'aller un peu dans le désordre. Ok, ben, allons-y. On va aller un peu avec la souris, on va voir où elle est de plus près. Elle est où ma souris? Bah, c'est perdu. Ah! Si, je l'ai trouvé. Ah! Fate 2006. Alors, je pense que ça va mal raser, mais pour moi, j'aime bien Fate 2006. Je l'ai revu, il y a des défauts, la réalisation, c'est vrai que techniquement, c'est moyen. Bon, pour l'époque, c'était un peu mieux que moyen. Non, techniquement, maintenant, c'est pas beau. Mais à l'époque, c'était moyen plus. Et c'est quand même le ZZ comme un titre de l'époque. Après, il y a d'autres trucs qui vont pas... Ben, le truc principal, c'est que à la fois Shiro et Saber sont des têtes à claque pas possible. Ça, c'était déjà le cas à l'époque. De toute façon, personnellement, j'ai toujours été un défenseur du couple Shiro-Saber. Pourquoi? Bah parce que Rin, elle mérite pas d'être avec Shiro. Rin est quand même vachement mieux que... Elle est beaucoup plus... Elle est trop intelligente pour Shiro. Shiro, c'est un boulet. Et Saber aussi est un boulet. Donc, on met les deux boulets ensemble. Rin, Rin, elle est mieux avec Archer. Et Sakura, bah, c'est pas contre avec une petite relation lesbienne avec Ryder. Ouais, en plus, elles sont toutes les deux canons. Et donc, les deux ensemble, on met Sakura, elle est mieux. Sakura et Rin vont perdre leur vie si elles vont avec Shiro. Donc, qu'elles se mettent pas avec lui, que Shiro reste avec Saber, ce sont deux boulets. L'un est trop naïf et je veux jouer au soleil servant, et l'autre, elle est trop coincée et elle devrait apprendre à se reposer un peu sur les autres. Parce que je suis d'accord qu'on peut penser que l'attitude de Shiro est un poil sexiste dans Fate, mais c'est justifié par le fait qu'en fait, il a pas envie, il est amoureux de Saber et il a pas envie, il a eu le coup de foudre. C'est dit dès l'épisode 2, je crois. Et en fait, il a pas trop envie qu'elle se blesse. Et de l'autre côté, Saber, elle fait elle aussi des grosses bêtises, tout bêtement parce qu'elle ne veut pas se reposer sur Shiro et qu'elle lui fait pas confiance. Donc les deux, mais elle est totalement irresponsable aussi dans le scénario. Les deux sont une catastrophe. Et au-delà donc de la réalisation technique, c'est là le gros point faible, je pense, de Fate 2006. Mais bon, le point faible de la relation Saber-Shiro, c'est aussi dans le scénario Fate à la base. Le scénario Fate qui est supposé être qu'une intro. D'ailleurs,
contrairement à beaucoup de monde, et c'est pour moi un point qui fait que j'aime bien Fate 2006, je trouve que l'arc caster, bah, il permet de compléter cet arc qui de base n'est qu'une intro dans le jeu et qui est totalement incomplet et serait vraiment nul si il était juste adapté, il avait juste été adapté sans aucun rajout. Il fallait rajouter des choses. Rin n'aurait servi à rien. Là, ils ont rajouté des passages d'Unlimited Blade Works qui permettent, et pas juste l'arc caster, il y en a d'autres avant dans la série, qui permettent de mettre plus de profondeur au personnage de Rin, plus de complexité. Il y a l'arc caster qui permet que Assassin, Caster et Kuzuki ne font pas que de la figuration, et qui permet aussi d'approfondir un petit peu le personnage de Shiro dans sa relation avec Kuzuki, qui fait écho à sa relation, qui fait écho un peu au traitement de Kotomine dans Evenfield. Je pense qu'ils s'en sont inspirés, mais ça marche aussi très bien avec Kuzuki, le parallèle entre les deux, parce que Kuzuki et Shiro ont quand même en commun d'être deux personnages qui sont un peu des masters en dehors. Déjà, ce sont des masters combattants, et en plus, les deux n'ont pas de vœux. Shiro, il n'a pas vraiment de vœux pour la guerre. Il se bat juste pour empêcher comment dire, qu'il y ait des problèmes. Mais les deux, en fait, n'ont pas de vœux. Et ça, c'est important. Et aussi, les deux sont ce qu'il y a de plus proche d'humains normaux. Voilà. Donc, le parallèle entre les deux, je trouve que c'était bien pensé. L'arc en lui-même est pas mal, avec le combat assassin Saber, qui est le combat le mieux animé de la série, et qui encore maintenant a des passages d'animation qui tiennent la route. Donc, ouais. Surtout qu'en plus, que j'adore le personnage d'assassin, qui, pour moi, malheureusement, en plus, il n'y a que dans Fate 2006 qu'il a vraiment un bon combat. Donc, ouais, non. Fate 2006, en dehors de l'animation, un peu de l'animation faiblarde, et du Shiro Saber qui est niais, pas possible, ben, j'ai pas trop de reproches à lui faire. Si, le rythme est un peu lent, mais bon, le rythme est lent dans tous les animes Fate, et c'est pour ça d'ailleurs que pour moi, voilà, j'ai quelques petites réticences à Fate. Donc, pour moi, Fate 2006, c'est du C. Ouais, c'est du C. J'hésitais entre B et C, je pense que vous allez sur du C. Voilà, Fate 2006, c'est C. Et maintenant, ben, on va continuer un peu au hasard. Ma souris est où? Ma souris est où? Ah! Ça. Non, bon, ben, c'est du Karate no Kukai, mais Karate no Kukai, je vais peut-être faire les films dans l'ordre quand même. Alors, bon, on va aller. Alors, donc, Karate no Kukai, on y est. Alors, film 1 de Karate no Kukai. Ben, le film 1 de Karate no Kukai, je pense que ça va être. Bon, c'est un des meilleurs. J'hésite entre A et B, personnellement. Parce que le film 1 s'ouvre quand même. Ça va être B. Pourquoi B? Parce que la mise en scène est géniale, l'ambiance est géniale, mais, et c'est là le gros mais, c'est juste une vitrine technique. Il n'y a rien niveau scénario. Il est creux le film 1 de Karate no Kukai. Franchement, la méchante, on comprend pas trop ce qu'elle vient là, on comprend pas grand chose. De toute façon, c'est un gros défaut du film. Le film zappe beaucoup d'éléments pour le roman, pour favoriser le rythme et l'action. Donc, je vais pas automatiquement m'en plaindre, surtout que c'est quelque chose que malheureusement Ufotable oublie de faire trop souvent. Ufotable, comment dire, le rythme est souvent trop lent. Là, le rythme n'est pas trop lent, le rythme est tout à fait en adéquation. Mais on va dire que le film aurait mérité une demi-heure de plus. Une demi-heure de plus pour approfondir le personnage de l'antagoniste. Elle est un peu plus approfondie dans le roman. J'ai lu le roman, et elle est un peu plus approfondie. On comprend un peu mieux qui elle est, et encore malgré tout, ce n'est pas complet parce que le gros défaut général de Karate no Kukai est une œuvre inachevée. L'auteur avait commencé à écrire Karate no Kukai en tant que visual novel, mais en cours de route, ben, il s'est dit que pour que ça marche mieux, il fallait que le personnage masculin soit un homme. Et il a donc un peu fusionné le personnage de Shiki et de Mikiya
et de Kokuto, donc, pour en faire Masaki Tono, et donc, Kano Kokai est devenu Tsukihime. Mais il ne voulait pas perdre ses travaux préparatoires, ce qu'il avait déjà écrit, et il a un peu remanié tout ça pour en faire une histoire complète, un roman, mais en fait, il avait plus ou moins écrit que l'histoire principale, l'histoire de Shiki, l'histoire de Shiki. Et donc, en fait, les autres personnages, les antagonistes, qui devaient être des autres routes, vu que ça devait être une visuelle nouvelle, en fait, n'ont jamais vraiment eu d'approfondissement. Et c'est là ce que je reproche, c'est que j'aurais aimé que la version film comble les défauts de du roman. Approfondisse ces personnages. Il y avait du potentiel pour cela. La version, malheureusement, ce n'est pas le cas, surtout pas dans ce premier film. Et donc, c'est pour ça que pour moi, le film 1, c'est uniquement B. B, parce qu'il y a l'ambiance, il y a l'action qui est géniale, il y a la musique qui déchire, un excellent divertissement qui pose bien l'ambiance en plus de la série de films, mais pas plus. Voilà. Bon, non, je ne vais pas continuer tout de suite sur les films Karano Kokai. Maintenant, je vais continuer. Allez, j'arrête de le faire au hasard parce que je suis tombé là sur le film, alors je n'aurais pas préféré le garder pour plus tard. Je vais y aller avec... Voilà, le manga Melty Blood. Ah, vous allez vous dire pourquoi prendre le manga, parce qu'en fait, je ne sais pas si je l'ai bien dit, ça va être que les adaptations. Je pense que ce fera peut-être une terminée sur les œuvres d'origine, mais là, on est juste sur les adaptations. Donc, le manga Melty Blood, C. Ouais, c'est sans trop hésiter, c'est du C. C'est moins bon que le The. Pas de beaucoup, mais on va dire que le The, c'est quand même un jeu de combat, et t'enlèves les combats t'enlèves les combats à Melty Blood, tu perds quand même le 80% de l'intérêt du titre, parce que Melty Blood, c'est un putain de jeu de combat, c'est un très bon jeu de combat. Personnellement, je suis un grand fan d'Act Cadenza et de Act Again, qui sont en fait deux jeux totalement différents. Si le moteur graphique avait été refait, Act Again, ça aurait clairement été un 2, parce que le game, là où le jeu est resté plus ou moins le même entre Melty Blood React et Act Cadenza, où en fait le gameplay recevait juste quelques nouveaux coups, mais le gros du gameplay restait le même. Sur Act Again, le gameplay a totalement changé. Et si Act Again a 27 persos, vu que chaque personnage a 3 types de gameplay totalement différents, où l'approche du gameplay et les coups changent totalement selon le mode que l'on prend, vous multipliez par 3 le nombre de coups. Act Again est un des jeux de combat les plus riches 2D. Il y a, on peut le dire, il y a 75 personnages jouables. Et c'est vraiment des gameplays énormes. Il y a vraiment une profondeur de jeu qui est folle. Vous pouvez passer un temps fou à tout maîtriser. Act Cadenza aussi est bon, mais pour des raisons différentes. Act Cadenza, il profite sur la version PC du tag. Autrement, c'est la première version console et la plus aboutie au niveau gameplay. Mais bon, en fait, en dehors de ça, Act Cadenza n'est pas de beaucoup meilleur que React. Mais bon, on va dire que voilà, c'est la première version console, mais React profite de pouvoir profiter du mode, attendez. Ah, du mode story de Melty Blood normal. Et donc, pour moi, Cadenza et React, c'est kiff-kiff. Et j'aime autant Act Again, qui par contre n'a pas de mode story, mais qui au niveau du gameplay est plus poussé. Mais bon, je suis plus habitué au gameplay c'est pas d'Act Again. Je suis plus habitué au gameplay d'Act Cadenza, personnellement. Mais bon, voilà, donc ça j'ai parlé du jeu, digression. Donc le manga, il y a l'histoire, mais en dehors de ça, le dessin, la mise en scène, c'est moyen. C'est pas mauvais, c'est moyen. C'est un peu mieux quand même que le manga Fate Stay Night. Je suis en train de spoiler la suite du stream. Mais voilà, c'est pas grandiose. On est loin du manga de Tsukihime qui a su sublimer le visual novel. Qui n'a clairement rien à lui envier. Il est peut-être même meilleur sur pas mal de points. Notamment le dessin. Parce que
parce que le visual novel Tsukihime, il est moss, faut l'avouer. Bon, allez, on continue. Ben, j'en ai viens d'en parler pour pas vu que j'ai spoilé un petit peu. La version manga de Fate Stay Night. Et ben pour moi, la version manga de Fate Stay Night, c'est D. D. Pourquoi D? Ben parce que ben, c'est pas, c'est assez moss graphiquement. Il y a quelques moments où ça s'en sort mieux, mais c'est moss, c'est assez plat. Certains diront qu'on a l'arc, comment dire, Unlimited Blade Wars plus complet, parce que très vite on bifurque sur Unlimited Blade Wars, mais bon, on revient vite sur Fate à la fin, et oui, c'est plus complet que, comment dire, que le traitement dans l'anime, oui et non, parce que par contre, comme on est... Assassin n'a pas vraiment son combat final. Il n'a pas son combat, donc au final, moi qui aimais bien Assassin, je suis un peu déçu. Et la mise en scène de l'animé est quand même meilleure. On a la bande son de l'animé qui est juste divine. S'il y a un point qui est intouchable de la version de Fate 2006, c'est la bande son. D'ailleurs, vous avez même oublié ça, donc excusez-moi, Fate 2006 repasse en B. Parce que la bande son est juste mythique. Et pour moi, la bande son fait que de nombreux passages se retrouvent totalement sublimés par cette bande son. Bande son qui malheureusement pour moi... Bon non, allez, on va les mettre entre les deux. Voilà, vous voyez, c'est entre les deux. C'est entre les deux. C'est entre C et B, Fate 2006. Oui, la bande son, donc pour moi, sublime tellement de passages, elle est géniale. Et sans la bande son, ben... on va dire, c'est pas totalement pourri le manga Fate Stay Night, mais c'est un peu chiant. Voilà. C'est raconté sans folie, sans fun. Ouais, c'est du D. Voilà, manga Fate Stay Night, c'est du D. Ok, et maintenant... Allez, tiens, j'ai envie d'en parler. Fate Extra. Alors, Fate Extra, j'ai vu l'anime juste avant de vous faire la tier list, parce que justement, j'avais envie de le voir pour pouvoir en parler, parce que c'était un des rares animes que je n'avais pas vu. Et c'est un anime où ma note a changé longtemps, beaucoup au cours du visionnage. Au début, je me suis dit, si c'est comme le The, ça va être du E ou du F. Parce que le The, excusez-moi, mais c'est une daube intersidérale. Je n'ai jamais joué un RPG aussi mauvais. Le gameplay, c'est zéro. C'est du perdu au papier, où en plus tu peux... Comment dire, en refaisant les combats, comme c'est tout le temps comme les ennemis ont tout le temps les mêmes patterns, tu peux deviner les patterns. Et à partir de là, il n'y a plus de défis. Et contre les boss, c'est juste du pierre ciseaux papier où tu as découvert un petit peu les patterns dans les deux premiers rounds. Dans le premier round, tu te fais raver, sauf si tu as de la chance. Et après, tu en as repéré certaines et tu tentes ton va-tout, voir si tu arrives. Il n'y a aucune stratégie et c'est juste du lancer de dés. C'est nul, c'est nul. C'est nul. Les graphismes en plus. Vous allez dire c'est de la PSP, mais même pour la PSP, c'est moche. Je suis désolé. Prenez Persona sur la, comment dire, vu que c'est le même type de jeu, Persona 3 a beaucoup plus de gueule. Là, je suis désolé, ça pourrait limite tourner sur une PlayStation 1. C'est pas beau. Voilà. Les visages, les personnages n'ont aucune animation faciale. C'est juste un... Comment dire... un modèle d'une texture qui change. C'est ce qu'on faisait sur PlayStation. Voilà. Notamment, c'est pas Mega Man Legend est plus beau sur PlayStation. Voilà, il est très moche graphiquement. Gameplay pas intéressant, moche. L'histoire, c'est juste, on fait un combat, on avance, on fait un combat, une journée, un combat. Et on doit deviner qui est l'ennemi. Et l'ennemi, comme il sera là que pour une journée, il n'est pas super intéressant non plus. Il n'y a que 2-3 interactions qui permettent de savoir plus sur son background. Background qui lui-même est assez succinct. Le seul intérêt scénaristique du jeu, c'est les interactions entre le personnage jouable, qui lui-même de base n'est pas intéressant vu qu'il n'a pas d'histoire, et, comment dire, et le servante, qui là est le seul point. Les servantes principaux qu'on joue selon le mode difficulté sont assez bien écrits. Mais c'est le seul point du jeu. J'ai rarement vu aussi mauvais en RPG.
J'ai pas fait sa suite, j'ai pas fait, mais ça m'a dégoûté. D'ailleurs, ce jeu fut le point de départ du fait que j'ai commencé à me désintéresser de Type Moon au début des années 2000. J'avais acheté le jeu, en plus en version japonaise à la base, j'avais adoré, j'adorais pour moi Type Moon, donc je vous avais acheté tous. C'est les deux Tiger Colosseum, qui sont super fun, creux mais fun. Même d'ailleurs le mode story est super fun. Mais là, non, c'est pas fun, c'est pas comment dire, c'est pas intéressant. Le gameplay c'est zéro. Et donc maintenant, donc quand j'ai commencé, excusez-moi, je viens de manger, excusez-moi pour le tirototo. Donc j'ai commencé l'anime en me disant, si c'est comme le jeu, ça va être pourri. Alors, premier épisode, je dis, oh, il passe l'histoire à la fin, à la toute fin, comment dire, en pensant que en fait en jouant à fond sur le côté virtuel et que donc le jeu n'était qu'une première partie, en fait une sorte de bad ending, et en fait comment dire que ça reroulait et qu'on est donc un dernier reroll. Ça peut donner ça peut donner un côté intéressant. La réa est solide. Pourtant, je suis pas fan du Saft. J'ai fini par avoir un sacré ras-le-bol de Saft, mais en dehors de 2-3 plans, même si on sent que c'est du Saft, on sent pas trop la patte Simbo, dans le sens, comment dire, ces tics de réalisation, même s'il y en a parfois ces plans où les personnages ont la tête en arrière, je crois que c'est comme ça, pour la pose ou un truc comme ça, un truc totalement improbable. Voilà, si vous faisiez comme ça, vous imaginez, comment dire, un personnage qui parle comme ça. Non mais sérieux, où est-ce qu'il a cette idée, le réal? Non mais sérieux, c'est un tic de réalisation qui, pour moi, tient plus de la parodie. D'ailleurs, ça, je trouve qu'ils ont tendance à s'auto-parodier depuis, ben, en fait, depuis 10 ans. Depuis Monogatari, Saft a commencé, ils ont eu le succès, Monogatari a marché, et à partir de là, ben, ils recyclent. Alors, il y a toujours des, c'est pas foncièrement mauvais, c'est bien maîtrisé et tout, et pour là, c'est, on va dire, du Saft qui c'est assez soft. Donc, premier épisode, je me suis dit, ah, ok, ça sera peut-être un peu mieux. Je me suis dit, allez, ça va peut-être être du B. Non, du C, ça va peut-être être du C. Après, j'ai vu l'épisode 2. L'épisode 2, je me suis dit, bon, ok, on repasse sur du D ou du E, parce que épisode 2, la séquence de discussion entre le master et le servante, sur du, comment dire, alors que Saber est à poil, non, faut pas exagérer, fan service gratuit, faut pas exagérer. Non, pour moi, c'est bon, c'est nul. Après, j'ai hésité entre D et C pendant jusqu'à l'épisode 9, parce que d'un côté, la mise en scène était bonne, les bandes son étaient bien maîtrisées. Pour une fois, la VF est juste fabuleuse. Quand j'ai commencé le truc, ça s'est lancé en VF sur Netflix, j'ai même pas eu envie de... Pourtant, je connaissais les voix japonaises, vu que Rin, c'est la même que d'habitude, et que j'ai joué aux jeux, donc je savais que c'était Sakura Tange pour... comment dire, pour Saber, et qu'elle maîtrisait totalement le personnage, elle donnait un style. Mais le doublage VF est tout aussi bon. Le doublage VF est même fabuleux. Il n'y a rien à lui redire. C'est génial. Alors, moi, j'ai regardé tout en VF. VF qui déchire. Ne vous embêtez pas à regarder la VO si vous regardez. Et donc, il y avait des points bons, des points mauvais, donc entre C et D. Mais généralement, je reprochais au titre que malgré tout, le fait de passer dans le dernier rôle, ça n'empêchait pas que les personnages qu'on leur rencontre restaient généralement assez creux. Sauf peut-être Rin et encore. Mais on va dire, il y a eu l'épisode 10. Et là, l'épisode 10, comment dire, a donné beaucoup de profondeur donc à Rin et à Rani. Et on va dire, pour moi, donc ça montait déjà, ça allait plus sur du C. À cela, on rajoute tout l'arc final. Les 11, 12 et 13, qui, franchement, sont bien gérés, avec des antagonistes au final qui aussi sont plus intéressants. Donc, et vraiment, très bonne mise en scène. Et là, donc, surprise, bah pour moi, fait extra animé, fait du B. Si la série, je dois avouer que c'est clairement les 4 derniers épisodes qui ont fait monter cette note. Sinon, pour moi, c'était du D. Mais les derniers épisodes, comment dire, ont vraiment fait monter cette note. Pour moi, c'est du B.